Récapitulatif et top du Festival des Jeux de Vichy, 5e édition. C'est parti. En plus, on a eu un joli sac, hein, pour aller au marché le matin. Il te va super bien. Salut! Yo tout le monde, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Game Trotter. Je suis Pierre-Louis. Je suis Julien. Et aujourd'hui, on va pas vous parler d'un seul jeu, mais bien de plusieurs. On va vous parler du Festival des Jeux de Vichy. On y était, on en profite, on vous en parle. Oui, on a décidé de vous faire un petit récap de ce qu'on a vu, ainsi que le top 5 des jeux qui sont ressortis sur la ribambelle qu'on a pu voir durant le festival. C'est parti? C'est parti. Allez! Ce festival était du coup un tout petit peu particulier puisqu'il s'apparentait à un salon professionnel. Ça nous permettait de voir les distributeurs, les éditeurs, les auteurs pour nous présenter leurs créations pour la fin d'année et potentiellement même le début de l'année 2023. Ouais, on était un petit peu dans le turfu, hein. C'est exactement ça, voyage dans le temps, on part dans le futur. Évidemment, nous, on est clairement drogués à la nouveauté, on avait besoin de voir tout ça, aussi bien pour préparer Noël en boutique que pour préparer les futures vidéos pour la chaîne. Et on a été servi quand même, parce qu'on a pu voir pas mal de jeux différents. C'est aussi ça qui était sympa, on voit que le monde ludique est en effervescence, et là, on a pu quand même voir que ça partait même dans tous les sens. Le festival pour nous avait un peu un goût de salon. La différence entre festival et salon, c'est principalement la fête. On était sur un événement destiné aux professionnels. Et lors de ce type d'événement, vous jouez moins, clairement. On se retrouve à se faire pitcher les jeux. Les jeux sont présentés de manière assez rapide pour qu'on en sente le potentiel, potentiellement, le potentiel de vente. Oh chia, c'est beaucoup de potentialité là. Hein. Donc forcément, notre sélection est particulièrement subjective. On a ressenti le potentiel sur certains jeux. Il va falloir aller plus loin dans notre expérience de jeu pour pouvoir justement vous les amener de la meilleure manière possible. On n'a pas pu non plus jouer à tout ce qui était présent au festival, sinon on y serait encore jusqu'à Noël. C'est clair, et les animateurs aussi en train de nous expliquer des règles et des nouvelles règles encore. En PLS les animateurs. On a essayé d'en voir un maximum. Évidemment, comme je vous le disais, il y a de la subjectivité là-dedans. On a dû faire une sélection, et ce qu'on vous présente justement maintenant, c'est cette sélection. Et on démarre notre sélection avec deux jeux qui ont une sortie imminente. Oui, l'occasion de les faire sortir du top et finalement de pouvoir rajouter un maximum de jeux. Certains étaient d'actualité. On parle de District Noir. District Noir, c'est un jeu de Nao Shimamura et Nabutake Dogen. Oui, c'est illustré par Vincent Rocher. C'est un jeu qui est exclusivement réservé à 2 joueurs. Il vous faudra 10 ans et plus pour jouer à ce jeu qui va durer une quinzaine de minutes. Vous êtes aux États-Unis, au New Jersey. Oh wow! In my wow song! Dans les années 50. Et vous essayez de prendre le contrôle de la ville et finalement ce qu'il vous faut pour gagner la partie, c'est récupérer le District Noir. C'est la mafia un petit peu. Et on se retrouve dans un jeu de sélection de cartes. Une sélection très particulière dans laquelle vous voulez obtenir des majorités, des cartes bonus, et potentiellement il y a même une autre manière de gagner, vous pourriez avoir le contrôle de 3 espaces de la ville. Vous allez avoir durant une manche 5 cartes dans vos mains. À votre tour, vous allez poser une carte dans une rivière que vous allez constituer avec votre adversaire. Il va faire de même jusqu'à un certain nombre de cartes. Et ensuite, à votre tour, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, prendre les 5 dernières cartes de cette rivière et les ajouter devant vous. Elles constituent votre zone de jeu. C'est extrêmement important, vous allez enchaîner 4 manches, et lorsque dans une manche, vous avez sélectionné des cartes, vous ne pourrez pas y retourner. Du coup, vous allez simplement nourrir le jeu de votre adversaire avec les cartes qu'il vous restait. On va alterner comme ça 4 récupérations chacun, jusqu'à ce qu'on se distingue par le système de majorité, ou par le système de contrôle des 3 lieux. C'est un jeu qui est assez accessible et qui est, somme toute, très stratégique. C'est aussi là où c'est très agréable, vous allez rentrer dans une notion de bluff, vous allez essayer d'inciter votre adversaire à récupérer les 5 cartes au moment où ça vous arrange le mieux. Deux moyens de gagner, soit vous arrivez à avoir les 3 cartes villes, vous avez gagné instantanément la partie, Soit vous allez jusqu'au bout et dans ce cas-là, on va compter les points. Oui, vous allez avoir des cartes qui
ont une valeur de 5, 6, 7 ou 8. On va compter les majorités dans chacune des cartes et aussi les suites de 5, 6, 7, 8. Et à la fin de la partie, celui qui a le plus de points, forcément il la remporte. On est sur un jeu extrêmement efficace. Oui. Un système de cartes, un système de majorité, deux moyens de gagner la partie, ça stresse, ça se tente, ça joue un petit peu en soum-soum. Ça tente les petits coups bas, bim bam boum, et les petits revirements de situation font foi. Second jeu qui a une sortie absolument, incroyablement imminente et qui est, somme toute, potentiellement incroyable. On parle d'un Yellow Expert, on parle de Bitoku. Non. Bitoku. Bitoku. On a cherché à vous faire le meilleur accent japonais, c'était pas évident. C'est un jeu de German P. Milan. Et c'est magnifiquement illustré par Edu Valls, pas le ministre. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour 12 ans et plus, mais ça reste du Yellow Expert. Au niveau du temps de jeu, vous allez mettre à peu près 120 minutes. Ouais, ce qui correspond à peu près 2 heures. À peu près, 2 heures. Bitoku, Bitoku, c'est le jeu expert de cette fin d'année, de notre point de vue. On est dans du jeu de placement de dés, sous la forme d'ouvriers. Vous connaissez les ouvriers maintenant. Oui, on a aussi de la gestion de main ainsi qu'une gestion de son plateau personnel. Vous allez poser des cartes pour débloquer vos petits dés, interagir directement sur le plateau qui est gigantesque et faire différentes actions. Ça se joue en 4 manches divisées en 4 phases. Bitoku. Pour tout vous dire, nous sommes dans les règles et pour y venir à bout, ça commence à être un petit peu épais. On sent qu'on est dans du jeu qui demande vraiment de l'investissement. Mais ouais, c'est très très riche. La vertu, ça s'obtient pas comme on veut non plus. Bitoku, la vertu. C'est un jeu auquel nous n'avons pas encore pu jouer, mais ça ne saurait se faire bientôt. Typiquement le jeu que vous ne pouvez pas tester en festival. Non, bah alors là, non, ça risque pas. Ah, il était bien, un Bitoku, j'ai testé en festival. Voilà pour les deux jeux qui avaient une sortie imminente. Et maintenant, on va passer à une petite sélection, pas piquer des verres. Après les hannetons, c'est les verres. Vous sentez qu'on essaye de placer sur le top 5 qu'on vous a promis beaucoup plus de jeux. On parle de jeux pour enfants. Vous avez très très envie de jeux d'enfants qui s'apparenteraient aussi à des jeux à boire. Ouais, ça marche très très bien. Généralement, les jeux enfants et les jeux à boire, ça marche très très bien. Ils sont très très proches. Carrément. Au niveau du classement dans les jeux, règles simples, efficacité et potentiellement matériel qui déconne pas. Et il y en a deux qui ont retenu notre attention lors de ce festival de Vichy. Le premier, c'est la planche des pirates. La planche des pirates, c'est un jeu de Florian Siriex et Benoît Turpin. Et c'est illustré par Madame Camille Chaussy. C'est peut-être déjà des noms que vous connaissez dans le milieu du jeu. Comment ça va être connu ces gens-là? La planche des pirates, c'est jouable à partir de 5 ans. Oui. Jusqu'à très vieux. C'est jouable de 2 à 4 joueurs et les parties vous prendront 15 à 20 minutes, voire la soirée. On est dans le jeu enfant qui fonctionne très très bien, par excellence. La mécanique du jeu, c'est une mécanique de stop ou encore. Ouais. Vous allez révéler des cartes, votre objectif étant de faire choir vos petits amis. Finalement, vous voulez tous les amener au supplice de la planche. Ouais, vous avez le bateau qui correspond à la boîte. Vous allez tous mettre vos petites planches qui sont aimantées au bord du bateau. Et vous allez positionner votre petit éléphant et il va falloir essayer de lui sauver la vie quand même. Vous sortez vos plus belles oreilles et maintenant, vous essayez de rajouter des pions au bout des planches de vos adversaires. Cela commence fesse, vous allez avoir le deck de cartes et la rivière, vous en piochez une et vous allez alimenter cette rivière jusqu'à que vous souhaitiez vous arrêter. Si vous avez que des éléments différents, vous rajoutez les petits pions sur la planche de vos adversaires. S'il y a 2 éléments similaires, vous avancez votre petit éléphant sur la planche. La planche est en équilibre, elle est en porte-à-faux, vous vous retrouvez avec une partie qui dépasse de la boîte et votre éléphant qui démarre le plus près de la boîte. Vous allez l'éloigner au fur et à mesure, rajouter des petits pions au bout, ça va tomber. Le dernier joueur en vie remporte la partie, ou alors, si un joueur réussit
à alimenter la rivière de cartes différentes jusqu'au bout, il remporte aussi la partie immédiatement. Le moyen de faire une partie qui dure 10 secondes, c'est le moyen de révéler justement toutes les cartes, vous avez gagné. The Flying Games, qui est l'éditeur du jeu, nous a dit que c'était pratiquement impossible. Première partie en test du festival, C'était trié. c'était fait, la partie, 1 minute. C'est peut-être pas forcément un bon point pour le jeu qu'on le dise comme ça, mais c'est très rare. On est dans de l'efficacité totalement folle, c'est très accessible puisqu'on est sur un jeu enfant, ça fonctionne avec tout le monde. Rajoutez à ça un petit rhum et un whisky, vous avez une soirée de ma boule. Petit bémol, ça sort en février 2023. Ah, il va falloir attendre un petit peu par contre. Bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Second jeu enfant, vous êtes pressé, très pressé de jouer à Dune Imperium avec votre petite 6 ans. Vous tentez de lui apprendre les mécaniques au fur et à mesure. Placement d'ouvriers, deck building. On va parler de deck building. Dans Gumiland, qui est un jeu de Marco Teubner que vous connaissez déjà pour Dodo et fabuleusement illustré par Gorobei, vous allez tenter le passage au deck building. Le bonbon building. C'est un jeu qui va se jouer de 2 à 4 petits gummies de 6 ans et plus pour des parties d'environ 20 minutes et ça nous arrive très prochainement chez Blue Orange. Votre objectif, c'est d'essayer d'avoir le plus de points à l'intérieur de votre bonbonnière. Votre bonbonnière, c'est une petite boîte qui est remplie au départ de petites tuiles. Ces petites tuiles, vous allez les faire sortir avec une plume. C'est la chatouille. Sur le dessous, justement pour arriver à payer les futurs bonbons que vous allez rajouter. Vous sortez 2 tuiles, vous allez pouvoir les dépenser sur un marché constitué de 4 piles. On est sur un deck building extrêmement simple. Vous payez avec ce que vous avez, vous récupérez la tuile, vous la mettez dans votre bonbonnière, vous marquez des points de victoire sur les tuiles. À la fin de la partie, celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. C'est là où c'est hyper efficace, c'est qu'il n'y a pas de manipulation de votre paquet. C'est le matériel qui a été extrêmement bien réfléchi. Cette bonbonnière, vous allez justement pouvoir jouer à ce jeu de deck building avec absence de manipulation parce que vous piochez par le bas et vous construisez par le haut. Ce qui va faire qu'au fur et à mesure, vous allez avoir des meilleurs bonbons. On est encore une fois sur un exemple d'efficacité pour un jeu enfant, ça fonctionne très bien. Penchez-vous sur Gumiland. Alors c'est bien beau tout ça, on vous a dit qu'on vous avait fait une petite sélection des 5 jeux qu'on avait retenus. On est déjà à 4 jeux, on n'est pas encore rentré dans le top. On va vous faire une sélection, un top 5 et on les a classés du plus facile au plus dur. Alors évidemment, selon nous, encore à un point de subjectivité. Ouais, mais vous allez voir que même vous, je pense que vous allez vous y retrouver. Parce que le premier est très simple, le dernier, il est costaud sa mère. Le premier jeu dont on aimerait vous parler, c'est un jeu qui était sous la forme d'un prototype chez Cocktail Games. Le jeu s'appelle Trio. C'est un jeu de Kaya Miyano. Et c'est illustré par Laura Michaud. Le jeu est jouable de 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Et dans Trio, on va être tout simplement sur un jeu de cartes. Les cartes sont réparties de 1 à 12 et chaque carte est présente en 3 exemplaires seulement. Vous allez prendre ce paquet de cartes, distribuer des cartes à chaque joueur et en mettre certaines au centre de la table face cachée. Votre objectif, c'est d'essayer de révéler 3 cartes identiques pour pouvoir les récupérer. Et si vous avez 3 trios, vous allez remporter la partie. À chaque tour, ce que vous pouvez faire, c'est demander à vos adversaires de révéler la carte de plus faible valeur de leur main ou la carte de plus haute valeur de leur main. Vous pouvez cibler un même joueur plusieurs fois, vous pouvez aussi révéler des cartes de votre main ou encore en révéler de la table. Mais attention, si vous révélez 2 cartes différentes, votre tour s'arrête. À vous de trouver les similarités. Votre objectif, essayez de vous rappeler au mieux, essayez de déduire même pourquoi un joueur demande à ce qu'un adversaire révèle sa carte la plus forte, potentiellement il avait un 12. Vous allez essayer de définir votre stratégie à partir de ça, une manière particulière de gagner. Vous pourriez aussi avoir les 3-7, le Golden 7. Et dans ce cas-là, Casino, vous le sentez, ça fait gagner. Est-ce qu'encore une fois, il s'agirait-il d'un jeu extrêmement efficace ? Il y a énormément d'efficacité dans cette toute petite boîte. C'est très difficile pour moi de vous faire ressentir
l'aspect du jeu, qu'est-ce qui se passe dans la partie, énormément de déductions, est-ce que je dois la révéler cette carte-là, est-ce que je vais me souvenir de tout ce qui s'est passé, extrêmement agréable à regarder, tellement la tension est présente. Vous allez aussi vous retrouver dans un jeu qui se lit tout seul lorsqu'il se joue autour de la table. On peut dire que c'est un carton plein pour Cocktail Game cette année. Ouais, clairement. C'est clairement. incroyable. Du très très bon repérage. Second jeu de notre sélection top 5 des jeux découverts à Vichy, Radlands. Radlands, c'est un jeu à 2 joueurs et on en a vu beaucoup. On pense qu'il y a réellement une demande au niveau des auteurs de réaliser des jeux 2 joueurs spécifiquement. Oui, c'est une petite conversation que j'ai pu avoir avec monsieur Antonin Bocara. Il y a une forte demande et un choix des éditeurs de se placer sur le créneau des 2 joueurs parce que vous êtes de plus en plus nombreux à jouer à 2 joueurs. Et c'est là qu'intervient Radlands du coup. Radlands, c'est un jeu de Daniel Piecznik. Et c'est un trio d'illustrateurs qui se sont mis à pied d'œuvre pour réaliser un jeu, somme toute, magnifique. Il est incroyable. Au niveau des illustrations, il faudra absolument justement que vous jetiez un œil et il faut correctement citer les illustrateurs. Et la première illustratrice à avoir ajouté sa patte au jeu, c'est Madame Lina Cossette. Suivi de Damien Mamoliti. Et ensuite, Mani Tremblay. C'est un jeu qui va se jouer à partir de 14 ans, vous l'aurez donc compris, pour seulement et uniquement 2 joueurs. Et c'est pour des parties qui vont durer entre 20 et 40 minutes. Vous êtes dans une thématique steampunk, futuriste, post-apocalyptique, fluo. Ça va vous rappeler un petit peu de Cyberpunk 2077 pour les joueurs et de Mad Max pour les cinéphiles. Vous faites le croisement et vous avez l'univers de Radlands. Dans Radlands, la ressource la plus précieuse, c'est l'eau. Vous en aurez peu et vous voulez détruire le camp de votre adversaire. Ouais, on est sur un jeu d'affrontement. Vous allez tout simplement avoir vos 3 cartes camp qu'il va falloir défendre. Vous allez avoir une pioche commune. Tout va se jouer de là puisqu'à votre tour, vous allez piocher une carte de la pioche commune et ensuite jouer une carte devant vous en payant son coût. Cette carte-là, vous allez la payer en eau. Forcément, c'est votre ressource, il va falloir la gérer au mieux. On est dans un jeu de gestion de main, vous aurez 6 emplacements pour jouer vos cartes personnages. Les cartes personnages pourront être utiles pour activer des capacités et potentiellement détruire les bases de votre adversaire. Ouais, chaque perso a des actions qui vont interagir directement avec vous ou alors avec votre adversaire. Ils vont également vous servir de défense de vos différents camps et vous allez voir que vos personnages ont différentes actions que vous allez pouvoir activer et ils vont également vous servir de bouclier. Vous essayez, grâce à ces cartes de personnages, de détruire la base de votre adversaire, défendre la vôtre. Essayez aussi de tuer les personnages de votre adversaire pour vous faire un petit peu le champ libre. C'est de la chair à canon pour vos camps. Une deuxième manière de jouer vos cartes personnages, c'est pas de les jouer directement sur votre plateau, c'est beaucoup plus fourbe que ça. Vous pouvez les défausser et faire l'effet qui est donné par votre carte. Et là, les possibilités, elles se multiplient. Vous allez voir que c'est un jeu qui n'est pas forcément évident à prendre en main et encore un petit peu plus costaud à masteriser. Le dernier type de carte, ce sont les événements. Les événements, ils vont avancer de manière récurrente à chaque tour, ce qui va aussi permettre aux joueurs de voir ce qui va finalement leur faire mal les tours suivants. Et c'est ça qui est agréable dans ce jeu, c'est un petit peu la latence qu'il y a entre les 2 joueurs et entre les différents tours. Vous voyez les coups arriver, vous voyez ce que votre adversaire a joué et ce qui va s'activer au prochain tour. C'est la tension qui fait que monter crescendo. C'est très bien résumé, c'est tendu, vous vous retrouvez à vraiment ressentir le manque de cartes parce que vous êtes vraiment dans la gestion de main la plus poussée au niveau de la mécanique. C'est un jeu qui vaut réellement le détour. Il existe en version de luxe sur le site de Lucky Dog Games. Maniez-vous l'arrière-train parce qu'il en restait plus que 300 lors du festival. Il y en avait 1000 si vous souhaitez la version de luxe et non pas la version boutique où il n'y a pas les playmats. Dépêchez-vous d'aller sur le site de Lucky Duck. Vous pouvez y aller, on a pris le note nous. Troisième jeu de cette incroyable sélection, on va se péter les neurones. Vous êtes cette fois dans le craquage de code. Ah ouais, pas que du code, un craquage de cerveau aussi. Vous allez essayer de déterminer le code à 3 chiffres de la partie.
Et pour ça, vous allez vous aider d'ordinateur. Pas physique, un ordinateur physique où tu appuies sur les touches. Non, 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 c'est le jeu qui gère lui-même les ordinateurs. On vous parle de Turing Machine. La machine de Turing. C'est un jeu de Fabien Gridel et de Johan Levé. Et c'est illustré par Monsieur Sébastien Bizos. C'est un jeu qui va se jouer de 1 à 4 mathématiciens de 14 ans et plus. Pour des parties d'environ 20 minutes. Et c'est édité par le Scorpion Masqué. La mécanique de Turing Machine, elle est juste incroyable. Vous allez poser des questions mathématiques. Oui, vous allez avoir vos ordinateurs qui vont vous donner une potentielle probabilité d'un chiffre dans votre code. Plus simplement, ce que ça va vous dire, c'est si votre proposition est vraie ou est fausse. Vous allez le vérifier parce que votre code, au final, n'aura qu'un seul carré de visible. Ce carré-là, vous allez le comparer avec les différents ordinateurs pour savoir si votre proposition est fausse ou si votre proposition est juste. Mais attention, Attention. ça ne veut pas dire que lorsque votre proposition est juste, votre chiffre est juste. Oui. Ça veut dire que votre question mathématique a une réponse positive. On s'explique, c'est pas évident. Hein. Ah, c'est compliqué à pitcher comme jeu. Oh là 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 là, mazette. Lorsque vous allez écrire sur votre papier le code que vous allez souhaiter vérifier, vous allez prendre une petite grille percée qui correspond aux chiffres de votre code, les superposer et mettre la feuille d'ordinateur derrière et vous saurez si oui ou non votre proposition, elle répond bien à la question de l'ordinateur. Imaginez par exemple que la première valeur concernée, ce soit égal à 4, inférieur à 4 ou supérieur à 4. Si jamais l'ordinateur vous tentez un 3 et que l'ordinateur vous répond c'est vrai, c'est bien. Maintenant, vous savez que c'est potentiellement un 1, un 2 ou un 3, puisque la réponse de l'ordinateur c'était que c'était inférieur à 4. Vous voyez un petit peu le triturage de cerveau que c'est juste fou. Et dans Turing Machine, il faut savoir qu'il y a 20 scénarios de base dans la boîte et que les petits coquinous de chez Scorpion Masqué, ils ont rajouté un petit QR code. Il est tout petit le QR code. Tout petit, mais si vous le scannez, vous accédez immédiatement à 7 millions de scénarios. Oh, vous avez un mode facile, un mode moyen, un mode difficile, un mode hard et un mode cauchemar. Pour faire un petit scénario mode cauchemar, l'auteur il vous dit « Ouais, faites d'abord 200-300 scénarios en mode difficile. » Ouais, des zinzins, des zinzins. Vous avez compris que même un exemple simple ne l'était pas. C'est... Malgré tout, c'est un jeu qui est extrêmement cool. Oui, C'est un jeu qui fonctionne très très bien, qui est vachement intelligent. Les auteurs, c'est des machines de guerre. ce qui est particulier dans le jeu, c'est que vous êtes vraiment à vous demander quelles sont les bonnes propositions. Qu'est-ce qui va répondre à vos questions de la meilleure manière possible par rapport à plusieurs ordinateurs, plusieurs cartes, questions mathématiques auxquelles vous allez essayer de trouver des bonnes réponses au fur et à mesure de vos propositions. Le premier joueur qui va justement réussir à craquer le code gagnera la partie. C'est un jeu qui avait buzzé lors de la Gen Con aux United States of America. Et on comprend vraiment pourquoi. Carrément. Quatrième jeu de cette sélection. On revient chez Yellow Expert. Demain, tu m'as tué. That time you kill me. On est tous les deux potentiellement inventeurs de la machine à remonter dans le temps. Mais en fait, on sait plus trop qui l'a inventé de nous deux. On va s'affronter. Bah, du coup, vu qu'on a inventé la machine, on va s'affronter à travers le temps et l'espace. C'est un jeu qui va se jouer encore une fois exclusivement à 2 joueurs de 10 ans et plus. La partie pour un jeu Yellow Expert va durer très peu de temps. On est sur une partie potentiellement de 15 à 30 minutes. C'est un jeu de l'auteur Peter C. Hayward. Et c'est illustré par Joe Ross. C'est un jeu initialement édité chez Pandasaurus Games et que Yellow va localiser dans sa gamme Expert. Lorsque vous allez voir ce jeu sur une table, vous allez vous dire « Tiens, on dirait un jeu d'échecs ». Il y a 3 plateaux et ces 3 plateaux sont quadrillés. Les 3 plateaux représentent le passé, le présent et le futur. Vous allez vous affronter dans le temps et dans l'espace. Chaque joueur va donc avoir ses pions,
un joueur noir et un joueur blanc. Et pour l'emporter, il va falloir que vous ayez éliminé et poussé les pions adverses en dehors de minimum 2 plateaux sur 3. Vous allez, lorsque vous déplacez vos pions, potentiellement les faire apparaître sur les autres plateaux. Vous allez voyager à travers le temps et il va falloir prévoir et anticiper les coups de votre adversaire. C'est ça qui est incroyable comme mécanique. Vous allez pouvoir faire des bonds dans le temps vers le futur et lorsque vous voulez revenir vers le passé, vous allez tout simplement créer un clone de vous-même. Vous vous déplacez à travers le temps. Un pion supplémentaire va rentrer en jeu. Imaginez par exemple que vous plantiez une graine dans le passé. Cette graine au présent est un buisson et ce buisson, dans le futur, c'est un arbre. C'est incroyable. Vous allez même pouvoir avoir 2 pions de votre propre couleur sur un des plateaux, mais s'ils se rencontrent, paradoxe Temporel. les deux sont éliminés. La mécanique est folle. Vous allez vous retrouver dans un jeu qui est jouable sous la forme de modules. 4 modules qui vont venir se rajouter à votre déplacement de base orthogonal. On est vraiment dans un jeu surprenant, aussi bien pour sa thématique, pour sa réalisation, que pour son visuel. 3 plateaux sur lesquels vous allez vous déplacer. C'est pas un jeu auquel on a pu jouer, mais il est tellement intriguant qu'on ne pouvait que vous en parler. Ça nous donne très envie d'en savoir plus, Carrément. aussi bien parce qu'on parle de jeux abstraits que parce qu'on parle de jeux thématiques finalement. Visiblement, l'auteur va au bout de son projet, pas mal de blagues à l'intérieur de la boîte, des petites pochettes qu'il ne faudra surtout pas ouvrir. Non, sinon vous allez vous spoiler. Un jeu extrêmement intriguant, dont on vous reparlera certainement prochainement. Dans le futur du coup, pas dans le présent parce que le jeu il n'est pas encore sorti. Et dans le passé, il n'existait pas. Si vous regardez cette vidéo et que c'est déjà un peu loin, ben potentiellement il est dans le passé. Oui, alors regardez la vidéo. Dès à présent. C'est... Eh mais t'es mon copain ou quoi toi? Ah putain, le 5e jeu. Le 5e jeu. Oui, c'est Copan. C'est mon copain. Copan est un jeu qui arrive très prochainement en campagne Kickstarter, fin octobre. C'est un jeu de chez Holy Grail Games. C'est un jeu de Eric Dubus et Olivier Mélison. Et c'est illustré par Ronan Toulois. C'est un jeu qui est jouable de 1 à 4 joueurs. On va être sur des parties d'environ 25 minutes par joueur. Donc on est sur du costaud. Et il vous faudra malgré tout 12 ans et plus pour pouvoir y jouer. On vous a dit que c'était costaud. Vous allez pouvoir le jouer sous plusieurs formes puisque les cartes événements vont décider aussi de la durée de jeu. Si vous voulez un jeu flash éclair, vous pouvez le rendre très nerveux avec des cartes événements très punitives. Copan, la cité mourante, est un jeu comme son nom l'indique dans lequel vous allez incarner la civilisation Maya dans la dernière ville qui existait et qui est en train d'être détruite. Vous savez pas comment justement Non, viendra votre fin, que s'est-il passé? mais la fin arrive. C'est ça qui est extrêmement fou dans ce jeu, c'est qu'on connaît l'abondance en début de partie et que progressivement on ne va pas vers le haut en ayant construit plein de choses et en faisant plein de choses, mais on va bien vers le bas, vers le déclin pour mourir en fait. Fini l'abondance. Fini. De notre point de vue, le jeu inverse justement tous les standards. On se retrouve avec des ressources qui au départ sont abondantes, mais que lorsque vous allez les utiliser, elles deviendront de plus en plus rares. Oui, ça en fait tout disparaît. Vous allez voir qu'en tout début de partie, réaliser l'entièreté de vos actions et avoir des ressources c'est extrêmement simple, mais plus vous allez avancer dans le jeu et plus ça va être compliqué de réaliser vos actions et il va falloir donc faire des choix cruciaux. Ces choix vont être aussi cruciaux pour vos adversaires, puisque lorsque vous allez faire vos choix, vous allez influencer complètement la gestion de ressources et potentiellement les valeurs de ces ressources pour vos adversaires. Ouais, la décision que vous allez prendre, elles vont être prises pour tout le monde autour de la table. On est dans un jeu avec une influence. D'ordinaire, sur des jeux de placement d'ouvriers, vous avez une influence qui est très légère, vous empêchez les autres joueurs de se positionner au même emplacement que vous, mais dans celui-ci, dans ce placement d'ouvriers-là, vous allez aussi les influencer sur les ressources en elles-mêmes. On est sur un gros Eurogame sur lequel il va y avoir plein de choses à faire sur le plateau, plein d'endroits à se positionner. Il va falloir savoir être un petit peu partout pour tirer parti au mieux de chaque action que vous pouvez réaliser. C'est un gros jeu bien costaud comme on les aime. Il promet de très bonnes parties.
Et voilà, vous avez notre sélection des 5 jeux qui ont retenu notre attention lors du festival des jeux de Vichy qui se tenait à Vichy. La sélection qu'on vient d'établir est vraiment la nôtre. On en voit sortir, on en verra cette semaine, on en verra la semaine prochaine, on en verra vraiment beaucoup. On a vu énormément d'images sur Instagram qui parlaient beaucoup du même jeu. Forcément, on va s'y intéresser à ces jeux-là. Ça commence à avoir une petite hype. Il y a quelques petites hypes qui ressortent, pas forcément des jeux qu'on vous a cités. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quels jeux vous avez pu voir chez les autres personnes qui ont pu assister au festival, lesquels vous avez envie de mettre sur votre wishlist ou non, lesquels ont retenu votre attention. C'est toujours intéressant de lire ce que vous avez vu par-ci par-là. Évidemment, puisque nous n'avons pas tout vu, nous n'avons pas tout testé, Impossible. et on veut avoir votre avis. Bien évidemment, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on essaye de vous produire un contenu un petit peu différent et surtout hebdomadaire. On espère que cette vidéo récap et top des jeux de Vichy vous aura plu. Et d'ici là, jouez bien. Jouez malin. Ciao Vichy, mon amour. Hein ?